Maître Divisio, vous disiez que vous reveniez de Milan. Est-ce que vous y avez été pour le travail? Oui, j'y suis allé notamment pour 2 choses. J'y suis allé parce que d'un côté, on réfléchit à l'idée de transférer notre cabinet de Rome à Milan. Je suis en train de m'associer avec, des gens de Milan. Ça m'amuse pas trop, parce que Milan, c'est moche. Mais ça j'ai découvert que c'était pratique. C'est 1 heure d'avion, là où Rome, c'est plutôt 2 heures et quart. Donc ça se fait plus facilement. Et surtout, deuxième chose, j'y suis allé pour, discuter un peu d'avenir quand même, discuter, de civilisation avec des confrères extrêmement engagés sur place, avec, des producteurs également de télévision, engagés sur place et avec notamment cette question de savoir: «On fait quoi maintenant?» Est-ce qu'on va accepter combien de temps on va accepter? Vous savez que les en Italie, vous avez, le ministre, enfin l'équivalent du gouverneur de la santé, en Vénétie qui, a dit qu'il restait plus que le napalm, contre les non vaccinés. En France, on assiste, à une recrudescence des violences, de propos à l'égard des non vaccinés. En Rotterdam, on a tiré sur la foule. Je dis pas que la foule était exempte de responsabilité, mais on a franchi un cap quand même. Et donc peut-être qu'il faut à un moment donné, si vous voulez, se fédérer et se dire, bon et ben, la prudence, c'est une vertu et ça n'est pas un péché et ça n'est pas une défiance. On n'est pas là, pour défier qui que ce soit. Moi, je refuse qu'en Europe, aujourd'hui, dans cette ère des droits de l'homme, sous l'égide de la Convention européenne des droits de l'homme, on puisse venir dire que les personnes non vaccinées seraient des dangers, qu'on assimilerait à des délinquants. C'est pas possible de dire ça. Or, on s'aperçoit que par une espèce de phénomène de corruption de l'âme et probablement aussi corruption financière, au moins européenne, sinon mondiale, nous assistons à un discours qui est identique de part et tous les gouvernants. On ne peut pas accepter ça. Et donc on a fait ce choix de se dire, et si on fédérait 6 millions de personnes en France, 6 millions de personnes en Italie, peu importe combien en Belgique, et si on fédérait, donc j'ai commencé un tour d'Europe de ces questions pour essayer vraiment de fédérer des gens sans aucune revendication politique, mais juste dire à un moment donné, nous existons et que nous ne nous définissons pas par un statut vaccinal, que ça n'existe pas ça, et que ne pas être vacciné, ça reste un droit. Obligez-nous à la vaccination, et alors on verra ce qu'on fait, probablement obéira-t-on. Je veux dire, il ne s'agit pas d'être hors la loi, mais pour l'instant, le fait est que nous n'acceptons pas cette discrimination que nous subissons. Vous parlez de tour d'Europe. Quel autre pays avez-vous fait ou avez-vous pour On va projet? notamment faire Bruxelles dans les semaines qui viennent, dans les probablement ouais, semaines qui viennent, avant Noël, je pense, parce que Bruxelles, on va y implanter un cabinet, donc ça sera l'occasion d'aller voir. On va faire l'Espagne, parce que l'Espagne est un pays extrêmement important, puisque il n'y a pas de passe sanitaire. Euh, il va être important d'aller aux Pays-Bas. J'ai quelqu'un qui va y aller d'ailleurs là, une collaboratrice qui va y aller aux Pays-Bas. Le but étant vraiment à chaque fois d'essayer de fédérer des initiatives qui existent sur le plan national, mais de montrer, parce qu'on nous explique qu'on est minoritaire. Mais si vous êtes 6 millions en France, 6 millions en Italie, 6 millions aux Pays-Bas, ça fait beaucoup de minoritaires quand même là, hein. Vous êtes nombreux quand même au Ça reste une final. minorité très active, hein, d'une part. Et d'autre part, moi je pense que, et c'est ce qu'on a discuté pendant ces 2 jours, je pense qu'il faut faire émerger une nouvelle manière de vivre d'un côté et de l'autre. Dans cette crise, on aura vu que les médias ont été en dessous de tout. C'est-à-dire que nous avons un niveau d'information qui est digne des pires heures finalement de l'humanité, avec un niveau de propagande qui est extravagant. Et bien peut-être qu'il faut reprendre la main sur ces questions. Et moi je suis extrêmement attaché aux médias santé en particulier. Et donc on a eu des discussions en Italie sur la possibilité de créer une chaîne, enfin une espèce de gros médias dont les contours sont à dessiner dans les semaines qui viennent, à partir des professionnels de santé suspendus. Et alors paradoxalement, tenez-vous bien, je suis allé effectivement voir des confrères qui sont vaccinés, pour certains, et qui eux disent la discrimination que subissent les non-vaccinés est inacceptable. Donc, comme quoi, voilà, on s'est fait vacciner par choix, on n'en a pas fait publicité, on en a absolument, et on n'a rien demandé. Dire, je ferai ma 3e dose, certains disent, il n'y a aucun débat, en fait, à ce niveau-là. Mais ils disent, je comprends parfaitement, et c'est leur mot, hein, je comprends parfaitement que on puisse hésiter, on puisse avoir des doutes, et ça se respecte.
et que s'ils sont testés régulièrement, il n'y a aucun problème. C'est quoi le problème? Pourquoi on a besoin de les discriminer? Et la vocation justement de ces groupes, groupes de personnes que vous fédérez à travers l'Europe, est-ce que c'est pour avoir un poids dans les discussions? Quelle sera la vocation de ce D'abord, groupe? c'est de taper sur la tête de tous ceux qui s'amuseraient à venir outrepasser leurs droits en nous traitant de délinquants. Je viens de déposer une plainte devant la Cour de justice de la République contre Dupond-Moretti. Il va se prendre une plainte déontologique aussi. Enfin, il nous compare, il faut quand même aller jusqu'au bout, hein. Il nous compare au chauffard qui, à 4 heures du matin, roule sur l'autoroute avec 4 grammes d'alcool dans le sang. Et c'est quoi la prochaine étape? C'est qu'il va nous accuser d'avoir violé une petite fille? On va aller jusqu'où comme ça? En Italie, on vient dire qu'il faut utiliser le napalm contre les non-vaccinés. Est-ce qu'on se rend compte de ce qu'on fait là? La dernière fois qu'on a fait ça, qu'on a tenu des gens responsables du malheur du monde, ça s'appelait des juifs. Et on sait comment ça a fini. Moi, j'ai pas envie que ça finisse comme ça. Je ne fais aucune comparaison. Comparaison n'est pas raison. Oui. Mais à un moment, est-ce qu'on veut vraiment discriminer? Moi, la dernière fois qu'on a empêché des minorités d'exister, ben, ça a été les minorités sexuelles, ça a été les minorités religieuses. Or, on me dit, mais non, c'est pas une tyrannie, vous comprenez? Pas du tout. Vous n'avez qu'à vous faire vacciner. Bah oui, bah c'est ça le principe de la tyrannie. C'est qu'à un moment donné, je ne suis plus libre de vivre comme je l'entends, et ma minorité, la circonstance que je sois une minorité, vient effectivement perturber une certaine idée de l'ordre public, alors même que je ne perturbe rien. Les Noirs, dans les années 60 américaines, en quoi perturbait-il l'ordre public? Pourquoi fallait interdire l'accès, je pense à l'Alabama, dans tous les arrêts de la Cour suprême contre l'Alabama? Pourquoi est-ce qu'il fallait dans l'Alabama venir interdire aux Noirs aux universités? C'est quoi le problème? Pourquoi? En quoi était dit, oh mais vous comprenez, c'est pas pareil. La fameuse, c'est pas pareil. Ok, pas pareil. Et les homosexuels? On reviendra justement sur ces questions de droit, de liberté. Absolument. Vous avez parlé tout à l'heure de plaintes, de reproches contre le gouvernement. Vous parlez tout à l'heure du ministre. Vous êtes à l'origine de plusieurs plaintes contre le gouvernement, dont une mise en examen contre l'ancienne ministre de la Santé, Agnès Buzyn. Qu'est-ce que vous leur reprochez au gouvernement et plus précisément à Agnès Buzyn? Alors, Agnès Buzyn, je leur reproche d'être stupide. Alors, je sais pas si c'est un grief pénal, mais en fait, ce que je leur reproche surtout en ce moment, c'est de se foutre de moi. Parce que si vous voulez cette mise en examen d'Agnès Buzyn, soyons clairs, c'est de la poudre aux yeux. Il s'est passé ce que je craignais qu'il se passerait. En grande pompe, on a décidé d'enquêter, on a envoyé les gendarmes, perquisitionner. Oh putain, la justice dans ce pays, qu'est-ce qu'elle passe? Ça, c'est une vraie démocratie, hein? Parce que dans une tyrannie, ça se passerait pas comme ça, hein? Bon, à la fin de la fin, Agnès Buzyn a été mise en examen. Oui. Et attention, c'est public, hein? La presse en a parlé. Et Véran et Philippe, on en a parlé? Non. Et pour être bien sûr que la Cour de justice de la République n'ait pas accès aux données, on les a toutes classées secret défense. Donc si vous voulez ce que je leur reproche, bah c'est peut-être ça. C'est manifestement de tenir secret certaines choses qui mériteraient d'être publiques. Ce que je leur reproche, c'est qu'aujourd'hui c'est moi qui suis l'assassin de service, mais quand effectivement au départ l'épidémie aurait pu être contrôlée avant de s'installer, ou en tout cas être retardée, et qu'on nous a expliqué que non, il se passerait rien, et qu'Agnès Buzyn va dans les colonnes du Monde pour dire que elle savait et qu'elle a averti le Premier ministre et le Président de la République. Elle a averti quoi? Qu'est-ce qu'elle a dit? Comment? Dans quels termes? Pourquoi, si elle a averti suffisamment précisément, on n'a pas réagi? Qu'aurait-on pu faire plus tôt qui n'a pas été fait? Non mais ça, le ministre de la Justice a dit que c'était du populisme pénal. Et quand on porte plainte comme ça contre le gouvernement ou qu'il y a une mise en examen, à quoi peut-on s'attendre? Quelle suite pourrait être donnée à l'affaire? Quand vous avez un enfant de 12 ans qui vole un vélo, il comparaît, comme un délit, il comparaît dans le tribunal pour enfants. En général, il a le droit, parce que la justice des mineurs est ainsi faite en France, que vous n'envoyez pas des mineurs en prison. Si le délit n'est pas trop grave, vous avez internat fermé maintenant, mais sinon vous envoyez surtout des mesures éducatives. Ben voilà ce qu'on peut espérer. On peut espérer que la Cour de justice de la République vienne, et uniquement ça, donner une petite tape sur les doigts de Mme Buzyn en disant « Tu es à l'origine de 100 000 morts, mais c'est pas bien. Tu recommences plus, hein. Promis, je recommence plus. » Si vous voulez, en déposant cette plainte, j'avais espoir que la société de transparence qui veut absolument montrer qu'elle est
aujourd'hui qu'on a tiré les leçons du passé et qu'on est dans un système démocratique parfait, la grande France, eh bien, avec tirer les leçons de tout ça et qu'on était capable d'avoir une justice qui fonctionne et pas une justice de classe. Eh ben non. Quand Mouloud vole un scooter, eh bien, ça fait la une de la presse locale et on en parle dans les plateaux télé pendant 1 heure et demie. Quand vous avez un ministre qui dit « j'ai averti que ça allait se passer, on m'a pas écouté », ça intéresse personne de savoir ce qu'elle a dit. Ok. Chacun fait ce qu'il a à faire, c'est le principe de l'état de droit. Moi, j'ai des droits, je les exerce. D'ailleurs, c'est un gros problème. On m'a beaucoup reproché d'exercer des droits. Mais on est tous devenus fous. Je pense qu'on a effectivement une des conséquences, paraît-il, qu'il arrive que le Covid déclenche une espèce de crise psychotique. Et ben alors, je pense qu'on va tous immunisés. Je pense qu'on est bon là. Parce que la vérité, c'est que moi, j'ai fait ce que j'avais à faire. Mon rôle d'avocat, il est de dire aux gens, vous pouvez le faire si vous voulez le faire, et je vous donne les moyens de le faire, d'exercer un droit. Je me permets de vous rappeler que l'exercice de la justice est la violence légitime. Après, s'ils ont envie de classer, ils classent. S'ils ont envie de poursuivre, ils poursuivent. S'ils ont envie de tricher, ils trichent. C'est eux qui prendront la responsabilité morale, politique, juridique de tout ça. Mais moi, je vais vous dire, ce qui guide ma vie, c'est simple. J'ai un objectif, toute ma vie. C'est le matin, quand je me lève, de me dire, eh bien, j'ai fait ce qu'il fallait, quand il le fallait, et que j'ai rien à me reprocher sur le plan moral. Que si ma vie devait s'interrompre demain matin, ce qui est possible, eh bien, c'est de me dire, je partirai l'âme en paix. Je suis pas sûr qu'on puisse en dire autant de tout le monde, mais ça, c'est leur affaire. Vous savez, c'est compliqué d'être chrétien. Toute honnêteté, hein. Être religieux au sens large, mais être chrétien, c'est compliqué. Finalement, si j'étais pas chrétien, ma vie serait vachement plus simple. J'accepterais l'idée de pouvoir voler des gens, j'accepterais l'idée de ne pas avoir de conscience, j'accepterais l'idée, finalement, que la fin justifie les moyens, c'est vachement facile, fondamentalement. Je n'aurais aucune peine à considérer que mes actes ici posés, il ne m'en sera demandé compte à aucun moment. Finalement, c'est super facile. Sauf que c'est pas le cas. Donc je suis obligé de faire gaffe à ce que je fais, de cultiver l'honnêteté, de cultiver la vertu, et effectivement, de faire attention au moindre des actes que je pose, dont il pourra m'être demandé compte dans une vie éternelle. C'est vachement plus simple de ne pas l'être. En toute honnêteté, c'est super plus simple. Tout à fait. On entend aussi dans les interviews, vous dites que vous êtes alarmiste. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire dans quel sens? Vous rigolez ou quoi? Moi, j'étais celui qui a dit que oui, le virus allait arriver, et que je suis désolé, que quand Emmanuel Macron disait qu'il fallait aller au théâtre, que a priori le virus obéissait pas à Emmanuel Macron. En cela, on n'a pas changé. Le virus continue d'obéir à Emmanuel Macron, certains le pensent. Mais c'est un fait que, j'avais dit, les copains, pour avoir un petit peu d'expérience en santé publique, ce que je peux vous dire, c'est que quand le virus il est à Milan, à probabilité pour qu'il arrive en France, là, tout de suite, non. Ah, non. D'accord. Quand j'avais dit chez Jean-Marc Morandini, vous savez, les réanimateurs italiens, là, ils trient les patients, là, en ce moment. Hein? Vous savez, ils sont très difficiles. Mais il dit, enfin, j'ai encore les images, hein, mais dites pas ça! Et pourquoi je dis pas ça? Mais vous voulez faire quoi? Faire peur aux gens? Ah, mais non, absolument pas. Je veux qu'on se prépare. Mais enfin, vous pouvez pas faire ça. Vous voulez quoi? Qu'on arrête la vie? Je veux pas qu'on arrête la vie. Je veux que justement, pour pas qu'on arrête la vie, on s'y prépare, quoi. Et c'était quand cette interview? C'était mars. Début mars. Notamment, j'avais dit, il y a un truc très simple. Imposer une quarantaine à la sortie des frontières. Mais fermer les aéroports, c'est stupide, il ne faut pas faire ça. Mais vous avez qu'à imposer des quarantaines. Vous avez qu'à très clairement imposer des quarantaines aux gens qui arrivent. Testez-les, imposez des quarantaines, mettez en branle la médecine libérale. J'avais donné un tas de choses. On m'avait dit, vous êtes alarmiste, non, surtout pas. Et finalement, 15 jours plus tard, 3 semaines plus tard, on est en confinement. Bravo, ça valait le coup. Mais après, là, j'étais méchant Christian alarmiste. Mais comme la mode, vous savez, la mode, c'est un truc qui est très changeant, finalement. Et la mode d'une année, c'est pas la mode de l'année d'après. Et mes filles vous diraient qu'il faut faire attention à pas être démodé. Moi, effectivement, le problème, c'est que je suis toujours un peu démodé. Parce que quand il fallait être rassuriste, j'étais alarmiste. Mais quand on a su de quoi on parlait, il fallait être rassuriste. Du coup, quand il fallait être rassuriste, moi, j'étais rassuriste. Mais eux étaient alarmistes. Parce qu'à un moment donné, si vous voulez, Jérôme Marty, Jean-Paul Hamon, quand moi je disais, les copains là, on va se le prendre en pleine poire, vous êtes bien conscients. Non, c'est de la discrimination. Qu'est-ce qu'on avait dit? On a dit, c'est l'anti-chinois primaire.
Non, je m'en fous, en fait. Et je parle pas des Chinois, je sais pas ce qui se passe en Chine, je suis jamais allé. Par contre, je sais effectivement ce qui se passe à Milan, ça j'y suis allé. Et je vous dis que si on confine Milan, c'est que il doit se passer un truc quand même. Hein. Et après, quand j'ai dit, bon, ok, maintenant on a idée de ce qui s'est passé, c'est coup de bol, c'est pas la peste, c'est pas la grippe non plus, c'est pas la peste. Donc on va pouvoir commencer maintenant à souffler. Mais vous y pensez pas. Mais vous y pensez pas, c'est très grave, on va tous mourir. Enfin, comment pouvez-vous être contre le confinement? Bah, je suis contre ce qui sert à rien, quoi. En parlant d'ailleurs de confinement, pour l'instant, il n'est pas question de confinement, de reconfinement. Le gouvernement dit actuellement que nous faisons face, que la France fait face à une 5e vague épidémique. Et justement, pour y faire face, pour contrer, plusieurs sujets, plusieurs questions sont à l'étude, sont sur la table, dont celle du durcissement, par exemple, du pass sanitaire, ou également l'élargissement à tous les publics pour la 3e dose. Qu'en pensez-vous? Quelle serait la bonne chose, la bonne stratégie? Quelles sont les bonnes pistes de réflexion à Votre avoir? question, c'est quoi? Qu'est-ce que j'en pense? Oui, qu'est-ce que vous en pensez? J'ai le droit de penser. Tout à Mais enfin, fait. madame, Votre je suis avis? très surpris de votre question. Notre bien-aimé président de la République pense pour nous. Vous avez BFM qui pense pour nous. Donc pourquoi est-ce que moi je voudrais penser? Vous voudriez que je pense quoi? Mais enfin, madame, je veux dire, on ne pense pas en République de France. On obéit en République de France. Et bien, mais ils ont tort de s'élever. Nous sommes de vilains complotistes, des anti-vax, des anti-tout. On nous appelle maintenant les anti-tout. On ne pense pas, les anti, ça ne pense pas, ça conteste. Alors évidemment, si je pensais, ce que je ne fais pas, je n'oserais faire tel affront à mon gouvernement, je dirais que la 5e vague, j'aimerais bien en voir la couleur. Et puis si on en donne la couleur, on pourrait imaginer de faire un package avec la 4e. Parce que, comme je n'ai pas vu la 4e, qu'on avait dit à l'époque du pass sanitaire, vous allez voir, au 30 août, je me souviens de cette date, hein, le 30 août, ça va flamber. Alors moi, le 30 août, je suis resté sur mon fauteuil en train de regarder la télé. J'ai perdu 8 heures de ma vie. Vous vous rendez compte? 8 heures devant la télé, en train de que ça flambe. Bah zut, ça n'a pas flambé. Alors après, on a dit, non mais vous allez voir, le 15 septembre, waouh, vous imaginez qu'à la Salpêtrière, on avait tout annulé. On avait même mis des lits dans le réfectoire. On était prêts. Allez, on attend. Moi j'étais là, j'ai attendu les cas, j'ai attendu les réanimations. Elles sont pas venues non plus. Bon bah j'ai décidé bon bah tant pis, ce serait pour la fois d'après. Ah bah ça y est, on y est là. Alors du coup, moi j'attends là. Ça fait moi j'attends. Je suis allé voir les hospitalisations aujourd'hui avant que vous arriviez, en me disant j'ai avoir des choses à leur dire. À ces braves gens, on va parler des réanimations. C'est sûr qu'il n'y en a pas. Ouais. Il y a une épidémie de cas. Mais les cas, ça fait pas des malades, c'est des cas. D'accord? C'est des cas. Alors quand effectivement on aura des choses à dire, on pourra commencer à en parler, mais je vais vous faire. Attention parce que ce que je vais dire, attention parce que là, je risque des poursuites pénales pour ce que je veux dire quand même. Hein. Vous savez, des malades, c'est comment on fait avec des malades quand il y a des malades? C'est ce qu'il faut faire avec des malades? Dites-nous. Attention, hein. Faut les prendre en charge. Je sais, dire ça, c'est terrible. Je m'en veux tellement de dire ça. J'espère que mon ordre ne me poursuivra pas pour ça, mais je veux dire, je pas dit gros mots, donc ça va. Mais, je veux dire, pour le coup, figurez-vous que arrêter la maladie, c'est parfois très con. Arrêter une épidémie, Oui. bah, ça va plus vite si vous prenez en charge les malades. Mais nous, ce qu'on veut, c'est qu'il n'y ait pas de malades. On a inventé un nouveau concept maintenant. On a dit, enfin, monsieur, donc vous me dites que vous voulez des patients en réanimation. Ah mais moi je veux rien, moi. Moi je veux rien, moi. Je vous dis que les patients ils arrivent en réanimation de toute façon. Mais non, mais comment ça non? Si vous confinez, ils n'arriveront pas, ah bah pas de bol, ils sont arrivés. Si vous mettez un couvre-feu, ils n'arriveront pas de bol, ils sont arrivés. Mettez un masque, ils n'arriveront pas de bol, ils sont arrivés. Si vous vaccinez, ils n'arriveront pas de bol, ils sont arrivés. Si vous faites 3 doses, ils n'arriveront pas de bol, ils sont arrivés. Bon, maintenant, on les prend en charge les malades ou toujours pas? De manière précoce, genre avant qu'ils arrivent en réanimation. Hein? Non. Ok, bon, on va continuer longtemps comme ça. Et il y a un truc qu'il ne faut pas faire. Discuter avec les tyrans. La philosophie politique et l'histoire de la pensée politique vous apprend qu'il ne faut pas discuter avec les tyrans, il faut les combattre. Pour vous, les tyrans, gouvernement? Et les tyrans, c'est... Enfin, je veux dire, Qui sont les tyrans? qui sont les tyrans? Elle est bonne, cette question. Elle est bonne, cette question. Parce que le gouvernement, c'est le tyran ou la victime du tyran? Si vous voulez, on va arrêter de me la raconter 5 minutes, quand même. Je ne suis pas complotiste. Enfin, si, j'ai dit que je veux dire que je l'étais.
J'ai fait mon coming out officiel il y a 2 jours. J'assume que je suis complotiste. Je suis officiellement complotiste. Complotiste. Voilà. Bien. On arrête de me prendre pour un... Je suis complotiste et pas con. Bien. Mais quand même, on arrête de se foutre de moi. Là. Vous m'expliquez donc qu'on va... Attendez, excusez-moi. On va la refaire. On va vacciner la terre entière pour arrêter une épidémie avec un vaccin qui ne protège pas de la transmission. Mais qui protège des cas graves, des cas sévères. Oh bah ça c'est sûr, ça c'est Utilité. Israël d'ailleurs. C'est ce qui s'est dit d'ailleurs, enfin, je reprends les propos en disant ça, hein, du président du conseil scientifique. Qui ça? Le président du conseil scientifique Qui ça? qui dit que justement la vaccination, le vaccin anti-Covid ne protège pas donc de la transmission, mais protège contre les cas graves. Ah ouais. Combien de doses? Bah, vous allez me dire là. 2 doses, 3 doses, 4 doses. Ouais. Je suis sûr qu'effectivement, si vous collez 4 doses, ça ira mieux. Moi, je suis défavorable à la 3e dose. Je comprends pas pourquoi on veut 3 doses. C'est 4 qu'il faut avoir, mais direct. On met 4 doses direct. Ah, on est super protégé. C'est-à-dire, on arrête de nous prendre pour des imbéciles, là. Je vais vous dire ce qui se passe. Moi, je dis pas que le vaccin est efficace. Je dis que comme tout. Rappelez, alors, si vous reprenez les interventions télé, il y a 4 mois, Cyril Cohen disait, j'ai les titres encore, le vaccin, c'est la baguette magique. Moi, j'avais dit sur un plateau télé, écoutez, ma modeste expérience me fait dire que les baguettes magiques, ça existe dans les contes de fées. Mais que dans la vie réelle, les baguettes magiques, c'est plus incertain. Ouh, je suis anti-vax, machin, mais vous ne vous rendez pas compte, Israël revit. Enfin, Israël revit, ils ont vacciné il y a 15 jours, les copains. Hein. On va attendre un petit peu. Et je me souviens de ça. Hein. Je dis, mais enfin, vous êtes anti-vax. Et cet été, Israël, tout à coup, n'était plus un modèle. C'est marrant d'ailleurs. Puis après, on a dit, c'est normal, il faut une 3e dose. Et bien, on va aller voir les stats de la 3e dose. La vérité, c'est que, je vais vous dire, dans cette affaire du Covid, on a fait de la religion, pas de la science. Curieusement, ces gens sont plus dogmatiques des catholiques que je connaisse. Moi, le mystère de la Trinité, je cherche à le percer. J'arriverai pas, mais je cherche à le percer au moins. J'obéis pas comme un âne. Je cherche à le percer. Mon intelligence cherche à le percer. Elle s'arrête en chemin, mais elle essaye. Mais eux, ils essayent effectivement de vous faire croire qu'au fond, vous avez qu'à obéir et tout ira bien. C'est faux. Dans cette affaire, une épidémie a une dynamique propre. Comment la grippe de Hong Kong s'est arrêtée? Est-ce que vous le savez? Et bien, personne ne le sait. Personne ne sait. Comment la peste de Justinien s'est arrêtée? Alors, je ne suis pas arrêté tout de suite, mais et bien, personne ne le sait. À un moment, une épidémie, ça a une dynamique propre. Ce qui est fascinant quand vous étudiez la peste de Justinien, c'est que l'obsession des médecins, c'est de soigner les malades. Ça ne nous intéresse absolument pas. Nous sommes à la veille d'annonce du gouvernement demain de nouvelles mesures. À quoi pouvons-nous nous attendre? À ce que les PCR passent à 24 heures. Ils sont, parce que vous comprenez, c'est de la science. Et si la science parle. Maintenant, je suis sûr qu'il va dire autre chose, parce que comme c'est quelqu'un de scientifique, vous parlez du président du conseil scientifique. Tiens, c'est marrant. Le conseil scientifique, c'est pas celui qui avait dit en mars 2020 que c'est pas son problème de savoir si on allait voter ou pas, mais que si on y allait, il fallait prendre des précautions, pour ensuite, 10 jours plus tard, dire « Non, bon, d'accord, quand j'ai dit que ça ne nous regardait pas, en fait, ça nous regarde, on peut aller voter, voilà, mais il n'y a pas de problème, la vie démocratique. » Le conseil scientifique, c'est pas celui qui a dit récemment, là, il y a quelques jours, qu'il fallait limiter les rassemblements, y compris les meetings politiques. Il fait encore du scientifique, le politique, je n'ai pas compris, pas qui c'est, bref. Le conseil scientifique, il s'appelle pas Delfrécy. C'est pas celui qui, dans le Lancet, avait publié une étude avec qui s'appelait un nouveau contrat social, où il disait qu'il fallait arrêter de confiner les gens, que la vaccination de masse risquait d'entraîner une échappée immunitaire, et qu'il fallait, en somme, appliquer le protocole du Great Barrington, la déclaration du Great Barrington, et confiner les personnes âgées, et laisser les jeunes vivre, pour ensuite, 2 semaines plus tard, quand il présidait le conseil scientifique, proposer le confinement. Oui, ça doit être le même. Pourquoi de telles contradictions? Parce qu'il y a de temps en temps, il fait de la science, de temps en temps, il fait de la politique. Et donc, à quoi il faut s'attendre demain, ça répond à votre question, à de la politique. Demain, les non-vaccinés vont encore être l'objet de toutes les critiques. C'est de notre faute, c'est ma faute à moi. Parce que je contamine, oh là là, moi, ouf.
Alors, je trouve ça extraordinaire, parce que il faut une troisième dose. Parce qu'au bout de 5 mois, et plus 6, le vaccin, quick, n'existe plus. Par contre, votre passe sanitaire, vous l'avez quand même, vous, si vous êtes vacciné il y a 6 mois. Hein? Donc moi, je suis plus contaminant que vous, alors qu'il y a 3 jours, j'ai fait un test qui vous dit je suis négatif, mais on ne sait jamais, entre les deux, que s'est-il passé. Et vous, depuis 5 mois, que s'est-il passé? Rien parce que vous êtes vacciné. Ok, vous savez quoi? On aurait dû dire un truc. On aurait dû dire, vas-y, tu sais quoi? Moi, j'aimerais être milliardaire, comme Elon Musk parfois. Donc, écoute, je t'achète tes doses de vaccin et tu me fous la paix. On n'en parle plus. C'est vrai que les milliardaires se réunissent, disant, je vous achète vos doses de vaccin, mais de grâce, foutez-nous la paix. Parce que en réalité, tout ça, ça fait bien longtemps que ça a dépassé le scientifique. Et il n'y a qu'à voir qui sont les imbéciles qui encore aujourd'hui militent en faveur du pass sanitaire. Il y a quelques abrutis de plateau télé qui militent en faveur du pass sanitaire, mais bon, c'est de la politique. Et que nous disent les chiffres? Vous êtes attaché aux chiffres, hein, on le voit souvent sur les plateaux télé. On sait qu'il y a beaucoup de contamination parmi les personnes qui sont déjà vaccinées. C'est ce que vous Oui, disiez tout à l'heure. oui. Est-ce que vous avez des Majoritairement. chiffres? Majoritairement. Et par essence. C'est là où c'est incroyable, cette histoire. C'est invraisemblable. C'est à hurler de rire. Enfin, pardon, mais c'est comique. C'est une comédia dell'arte, ce truc. Ça pourrait être joué à la Scala de Milan, tiens. C'est extraordinaire, ce truc. Je résume. 90% de la population, 80, est vaccinée. Paf, vaccinée. 20%, pas vaccinée. Méchant. Ok. 80% de la population, vous avez donc une partie substantielle. Je sais bien, le vaccin, il protège de tout, y compris de l'orage. Mais bon, 5 mois. Donc on est d'accord pour dire qu'au bout de 3, vous êtes protégé moins qu'à 0. On est d'accord que pour dire qu'à 5 mois, vous ne protégez plus. Maintenant, j'aimerais savoir combien de personnes se sont fait vacciner il y a plus de 5 mois. On a reçu la deuxième dose il y a plus de 5 mois. Ce serait intéressant comme chiffre. Oui. Parce que du coup, on va s'apercevoir de quoi? Qu'au fond, les foyers de contamination, ils ne sont pas au sein des personnes non vaccinées, mais ils sont au sein des personnes vaccinées, qui ne se testent plus, qui se croient libérées de tout geste barrière, qui se croient libérées de tout. Et j'en témoigne. Air France aujourd'hui. J'ai mon test antigénique depuis 48 heures, pas 72 mais 48, et la dame me dit, ah, mais vous n'êtes pas vacciné. Si l'Italie change de couleur, parce que c'est arc-en-ciel, vous savez, maintenant on a l'arc-en-ciel, ça vient vers le bleu ciel, de temps en temps vers l'orange. Là, si ça passe en orange, cet orange, j'ai envie de dire, de soirée presque, de crépuscule, eh bien, si nous passons en orange de crépuscule, vous pourriez ne pas rentrer, sauf être soumis peut-être à une quarantaine. Il dit, pourquoi? Il dit, ça change quoi? J'ai un test. Non. Ah, parce que vous n'êtes pas vacciné. Hein? Et donc? Mais si vous êtes vacciné, vous pouvez y aller. Ah. Donc si je suis vacciné, je peux y aller. Ben oui, monsieur. Et pourquoi? Ben regardez, le médecin conseil chef d'Air France nous dit explicitement ça, regardez, monsieur. Le vaccin, il empêche la transmission. Mais votre médecin conseil chef, il a bu ou il est juste nul, en fait. Bien. Et la vérité, si vous voulez, on est sur un mensonge organisé, un mensonge politique, un mensonge médiatique, un mensonge scientifique, mais une vérité économique, c'est que Pfizer sortira leader de cette histoire, Pfizer sortira gavé, jusqu'à la moelle, on aura les cabinets de consulting comme McKinsey qui s'en seront mis plein les poches comme jamais, qui sont responsables de centaines de milliers de morts, notamment dans la crise des opioïdes, mais c'est à eux qu'on confie mondialement presque la gestion du Covid, et le tout dans une indifférence généralisée. On en vient aussi à ma question suivante. Vous venez d'évoquer McKinsey. Oui. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, au grand public, peut-être certains ne savent pas, qu'est-ce que c'est déjà que McKinsey? Et vous parlez de ses liens avec le gouvernement, avec le président, notamment dans une interview. Expliquez-nous, Maître Divisio. McKinsey, c'est le diable. Je vous disais tout à l'heure que ma merveilleuse épouse était l'incarnation de la sagesse, et elle est... voilà, elle est l'incarnation probablement que si quelqu'un veut voir, on dit Dieu, personne ne l'a jamais vu, j'ai tendance à penser que celui qui voudrait un jour voir à quoi pourrait ressembler Dieu, il faudrait s'approcher du visage de mon épouse. Et celui qui, à l'inverse, voudrait voir qu'est-ce que pourrait être le visage du diable, devrait s'approcher de McKinsey. McKinsey, c'est un cabinet de consulting, très ancien cabinet de consulting, créé dans les années 20 de mémoire, et qui, dans ces 30 dernières années, a réussi cet exploit d'être à l'origine de tous les échecs qu'on connaît sur le plan mondial. Alors Swissair, par exemple, Swissair,
petite entreprise, enfin petite grande entreprise très pérenne, on l'appelait la banque volante, la Flying Bank. Puis un jour, McKinsey est arrivé et a dit, mais faut pas assez d'argent, les gars, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut racheter toutes les compagnies qui sont en train de péricliter et on va booster le fric, hein. Vous allez voir, ça va péter, hein. Donc les clients de McKinsey sont des gouvernements, l'État. En l'occurrence, c'est une compagnie aérienne, privée et publique, privée ici. Swissair, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont racheté les compagnies, sauf que McKinsey, ils n'y connaissaient rien en aéronautique. Et donc Swissair a coulé. Bon. Puis McKinsey, c'est la crise opioïde. McKinsey, c'est des vendeurs, c'est des agents de communication. McKinsey, la Mundi Pharma, grosse industrie pharmaceutique, consortium de laboratoires, parmi lesquels, mais c'est un hasard, on retrouve Johnson & Johnson, a fabriqué un produit miracle, les opioïdes, pour lutter contre la douleur. Le problème, c'est qu'il faut les vendre, figurez-vous, et que ça ne vendait pas assez vite. Donc ils ont fait appel à McKinsey en stratégie marketing, stratégie de management. Qu'est-ce qu'a dit McKinsey aux États-Unis? Il dit, mais vous y connaissez rien, les gars. C'est pas comme ça qu'on vend des opioïdes. Vous savez comment on vend des opioïdes? En vendant ça au dosage le plus élevé. Et comment? Mais c'est pas possible, parce que vous comprenez bien que si on fait ça, bah, les médecins vont nous dire que concrètement, bah, il va y avoir des dépendances, ils vont jamais accepter de prescrire. Les médecins. Mais les médecins, on leur fait croire ce que vous voulez. C'est pas possible. Mais si, je vous assure. Comment? Bah, en falsifiant les études. Ils le verront. Ah bah non. Et c'est ce qui s'est passé. Figurez-vous que donc on a réussi à faire croire aux médecins américains que les opioïdes n'étaient pas, il n'y avait pas d'effet de dépendance aux opioïdes. Et donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a balancé des opioïdes et on a créé des dépendances, de la toxicomanie, avec des gens qui ont sombré dans l'héroïne. Vous savez McKinsey qui c'est? Vous savez que McKinsey, même l'industrie pharmaceutique est plus morale que McKinsey. Qui est derrière McKinsey? Le dirigeant. Un monde. Mais regardez ce qui s'est passé, comme pour vous donner cet exemple. McKinsey, allez voir l'industrie pharmaceutique en disant, vous voulez doper vos ventes? Moi j'ai une super idée. Ouais. On va aller voir les chaînes de pharmacie et on va leur dire, écoutez mon gars, on va faire un système d'algorithme qui fait que quand il y a un mec qui meurt d'une overdose, si le mec a acheté les opioïdes chez toi, tu as un rabais sur les prochaines commandes. Ça, l'industrie n'en a pas voulu. Non, c'est pas éthique ça. Mais bon, évidemment, c'est pas éthique, mais McKinsey, vous y connaissez rien, les gars, quand même. Alors, qui est derrière McKinsey? Oh, qui est derrière McKinsey? Alors, ça dépend des salopards, mais ça, c'est autre chose. Mais qui est derrière McKinsey? C'est la fine fleur des cabinets de consulting mondiaux. C'est les gens qui, finalement, ont les portes ouvertes absolument partout. Généralement, vous avez... Tiens, d'ailleurs, c'est une coïncidence, mais le numéro 2 de chez Pfizer vient de chez McKinsey, mais c'est une coïncidence. Et en France, vous avez McKinsey qui a une mission pour le compte du gouvernement sur la réforme des finances publiques. Et vous savez qu'aujourd'hui, on se plaint beaucoup de l'hôpital public. Vous savez qui est à l'origine de la réforme de l'hôpital public? C'est McKinsey. McKinsey qui, par ailleurs, est à l'origine de la campagne d'Emmanuel Macron. Il y a eu un lien très étroit, puisqu'ils ont fondé République En Marche avec Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez, on se fout de moi depuis le début dans cette crise. On se fout de moi. Et quand je dis qu'on a affaire à des margoulins, qu'on a affaire à des gens qui, quand même, sont à l'origine du plus gros scandale des États-Unis, alors évidemment, de toute façon, comme je suis catholique, je connais la vertu de la repentance. Et donc, McKinsey s'est repenti. Bon, d'accord, ils se sont repentis, ils sont allés faire la même chose en Afrique, où je vous promets, étant prophète ici, que dans 5 ou 6 ans, l'Afrique va être dévastée par la crise des opioïdes. Et personne n'en parlera parce que les nègres, tout le monde s'en fout. Mais le fait est qu'à un moment, si vous voulez, on a affaire à des gens qui ont quand même, sont à l'origine de la plus grosse condamnation jamais prononcée aux États-Unis. Vous savez que McKinsey aux États-Unis, tellement leur image est entachée, ils n'arrivent plus à recruter parmi les grandes universités américaines. Là où en France, ça passe crème. Donc si vous voulez, à un moment donné dans cette crise, on a fait gérer ça par des gens qui ont du sang sur les mains, et on vient m'expliquer à moi qu'il faudrait que je leur fasse confiance, parce que Jérôme Marty, et parce que Jean-Paul Hamon, parce que Delfrécy et Gilbert Deray ont dit que ça marchait, mais on arrête de se foutre de moi, là. Mais plus concrètement, justement en France, c'est concret, ça. dans Les gens qui sont morts de crise d'opioïdes, c'est très concret.
en France, sur notre territoire, dans la crise du Covid. Oui. Qu'est-ce que vous reprochez à McKinsey? Est-ce que c'est de maquiller les chiffres, les études? Est-ce que Ah, c'est de mais je pousser ne à la sais pas. vaccination? Pfizer, Ah, mais je ne sais qu'est-ce pas. qui... Puisque je ne sais pas quelle est la mission confiée à McKinsey. Je sais combien elle coûte, mais je ne sais pas. Je sais qu'ils sont responsables de la logistique de vaccination. Mais moi, je suis allé voir sur le site de l'Assemblée, c'est tellement clair que parfois, on a deux cabinets de consulting qui sont payés à prix d'or pour la même mission et grippent dans les mêmes termes. À quoi ils servent? Eh ben, on ne sait pas. Mais ce qu'on sait, c'est qu'ils ont des liens très étroits avec la République en marche. Ce qu'on sait, c'est combien ça coûte. Ce que je sais, c'est qu'on a quand même confié des missions à des gens, excusez-moi, mais je veux dire, si vous voulez confier vos enfants à des pédophiles, à des gens condamnés pour pédophilie, vous étonnez pas qu'il se passe un truc après. Je veux dire, si effectivement, vous venez m'expliquer que le type est un multirécidiviste de pédophilie, mais fondamentalement, c'est pas grave, il est compétent avec les enfants, ok, mais ne demandez pas de lui faire confiance, faites-lui confiance si vous voulez, mais moi je fais pas confiance. McKinsey, aujourd'hui, on sait pas ce qu'ils font, parce que c'est justement tout le problème, c'est qu'on n'a aucune idée de ce qu'ils font, mais on sait ce qu'ils ont fait par contre. Et on sait qu'ils sont en lien très étroit avec l'ensemble des gouvernants, et on sait par ailleurs que finalement ils ont planté un nombre de boîtes assez impressionnant, tandis qu'effectivement ils sont quand même à l'origine, je le redis, du plus grand scandale sanitaire jamais existant aux États-Unis, et qui est un problème mondial. Enfin, j'ajoute un tout dernier point à ce sujet, c'est que tant et si bien que le Parlement, le groupe communiste, a décidé de lancer une commission d'enquête parlementaire pour savoir à quoi servaient les cabinets de consulting dans cette crise. Tellement personne ne le sait. Ce qu'on sait, c'est que vous avez le même... Regardez, vous avez les mêmes champs lexicaux au même moment dans la plupart des pays occidentaux. Et vous croyez encore au hasard, vous? Vous croyez encore au hasard sur on va faire peser les restrictions sur les non-vaccinés et le tout à une semaine d'intervalle? Mais enfin, arrêtez de nous prendre pour des imbéciles à un moment donné. C'est bon, quoi. C'est bon maintenant, à un moment donné, ça m'énerve. Ça m'énerve qu'on nous prenne pour des cons systématiquement. Et quand on dit, attendez les gars, oh, on réfléchit, on se calme. Là, vous avez affaire à des gens qui sont pas très recommandables. Vous dites, ah quoi, complotiste, anti-vax. Non mais oh, si vous êtes tous complètement stupides, moi j'y peux rien à un moment donné. Moi, ce qui me stupéfie, c'est pas ça. C'est le niveau d'imbécilité des peuples. Ça montre une chose. C'est qu'au fond, le peuple veut du pain et des jeux. Finalement, depuis César, on n'a rien changé. On veut du pain et des jeux, apporter à ces gens le confort et la liberté, ils s'en foutent. Et donc vous avez affaire à des gens manipulables, vous avez affaire à des gens contrôlables, vous avez affaire à des gens à l'intelligence qui est à peu près 20 000 lieues sous les mers, c'est un roman à elle toute seule. C'est le grand bleu, l'intelligence du monde aujourd'hui. Enfin, on se fout de moi, quoi. Quand vous avez des gamins qui sont vaccinés pour aller au foot, on vaccine des gamins pour aller au foot, quoi. Et le pass sanitaire, comme par hasard, il a été mis en place partout en même temps. Non, mais on arrête de se foutre de moi. Si vous voulez, à un moment donné, c'est bon, quoi. Vous parliez tout à l'heure de, je reviens un petit peu en arrière, de soigner, prendre en charge les patients. Vous parliez également d'Israël, hein, d'exemples à ne pas suivre. Est-ce que vous pouvez nous citer un pays ou plusieurs pays qui sont en bonne voie, un exemple à suivre, qui, en tout cas, le Bon, gouvernement... c'est compliqué, mais regardez le Sénégal. Le Sénégal, moi j'étais en ligne il y a quelques mois avec le CHU, en fait, enfin, avec oui, le CHU, pour ça comme ça, de Dakar, et on n'a pas travaillé. On disait, il y a des morts. Mais oui, des morts. Et alors? Bah, quand même. Enfin, il y a des morts, mais les gens qui meurent, c'est pas bien, hein. À un moment donné, on finit par mourir. Hein. Aucune panique, rien. La Suède, alors la Suède maintenant, c'est amusant parce qu'ils cèdent aux sirènes du pass sanitaire, mais oui. C'est normal, tout ça est bien normal. Regardez, c'est extraordinaire, la Suède. La Suède qui n'a pas confiné, la Suède qui l'a tout à coup, elle dit « Ah non, mais on va renforcer parce que le pass vaccinal, machin, la vaccination... » Tu fous de moi, là. Ça fait 1 an et demi que tu fais rien. Et d'un seul coup, comme par hasard, le seul truc que tu fais, c'est pousser la vaccination. C'est bizarre, quand même. Et comme par hasard, il n'y a aucun intérêt financier derrière. Prends-moi bien pour une buse. Bien. Voilà. La vérité, c'est que typiquement, prenez la Suède. Alors je sais bien en Suède, mais parce qu'en Suède, ils sont malins. Hein. Je sais, en Suède, ils sont malins. Parce que dans les restaurants, vous pensez qu'il y a des denrées alimentaires. Mais pas du tout. Vous ne saviez pas ça. Vous ne savez pas? En Suède, dans les congélateurs, c'est les cadavres. Ouais. Parce qu'en Suède, on cache les cadavres. Tellement il y en avait. Si vous regardez. Parce que finalement, la Suède, on n'a pas arrêté de faire des reportages sur eux. Il y a des cadavres partout en Suède. Ah oui, quand vous marchez en Suède, marchez sur des cadavres. De sous de nous.
La Suède n'a pas les pires résultats du système. Regardez la Floride. Ah, mais la Floride, il y a eu des morts. En France, il n'y en a pas eu du tout. Ça va, très bien, aucun. Bien. Les États qui ont confiné, les États qui n'ont pas confiné ont les mêmes courbes épidémiques. Les États qui ont mis des masques, qui n'ont pas de masques, ont les mêmes courbes épidémiques. Les États qui ont vacciné, pas vacciné, ont les mêmes courbes épidémiques. Mais c'est la vraie, je suis complotiste. Ok, vas-y. Tout ça, c'est les chiffres qui le disent. Et vous avez des études, hein, récemment, une étude publiée au Journal européen d'infectiologie qui vous montre que les pays qui ont vacciné ou pas vacciné ont les mêmes courbes épidémiques. Vous avez une étude, pas une étude, une contribution publiée au Lancet il y a quelques semaines qui vous dit que fustigé et non vacciné, ça ne fout vraiment rien. Une étude publiée il y a quelques jours qui vous dit bon, la vaccination, on pensait que ça marcherait mieux quand même. Hein. Mais on n'a pas le droit. Il y a une épidémie de cas. Parmi ces cas, regardez la saturation des hôpitaux. 5% et 2%. C'est ce qui a été dit là récemment sur le taux d'occupation de l'année dernière. Vous avez eu 5% et 2%. On a arrêté le monde entier pour 5% et 2%, mais vous êtes des malades. Oui, mais des fois, alors j'ai beaucoup aimé l'image de Zach. Non, mais vous comprenez, hein, parfois, c'est comme, prends-moi bien pour un âne, toi. C'est comme effectivement la température, des fois il fait 40, puis des fois il fait moins 20, et donc, mais en température moyenne, vous êtes à 10. Tu te fous de moi? Et donc quand il fait 40, ok, il fait 40 sur 3 semaines, qu'est-ce que tu fais? Tu confines le pays pendant un an? Ou tu t'occupes là de la canicule au moment où ça arrive? Et comment? Bah, peut-être en t'occupant des hôpitaux. Déjà, à l'époque de la canicule, quel était le problème? C'était quoi à l'époque de la canicule? Les morts à cause de la canicule. Mais c'est parce qu'on a un système hospitalier complètement défaillant. Qu'on ne veut pas prendre en charge les malades. On ne veut pas. Il y a un taux de mortalité à domicile en 2020 qui a explosé. On a laissé les gens mourir chez eux. Aujourd'hui, on s'occupe des vieux de 90 ans, mais à l'époque, leur donner un comprimé d'antibiotiques, leur donner un macrolide, c'était un crime contre l'humanité. Aujourd'hui, leur injecter 10 doses, c'est un bienfait pour l'humanité. Pourquoi est-ce qu'on ne les veut pas? Pourquoi est-ce qu'on ne veut pas les soigner? Manque de main-d'œuvre, coût? Non, pas du tout. C'est beaucoup plus simple que ça. C'est que ça ne rapporte rien, premièrement. Et deuxièmement, posez-vous la question différemment. Pas pourquoi on ne les soignait pas. Pourquoi est-ce que vous vaccinez les gens de 92 ans? 92 ans? Franchement, ça a un sens. Oui, mais enfin, monsieur, comment osez-vous? Imaginons que les 15 prochaines années qui lui restaient à vivre. Oh, putain, 15 années, quoi. 92 ans, 15 années. On l'a sorti, ça, hein, en plateau. Hein. Je vais faire 92 ans, quoi. Et alors, quelle est cette discrimination? Mais enfin, monsieur, causez-vous. T'as fini, là? Ça y est, t'as fini? À 92 ans, chérie. Mais par contre, le comprimé antibiotique, c'était un crime. Et si tout ça n'avait qu'un seul but, à terme, qui était de les vacciner? Oh là là, j'espère que j'aurai au moins la médaille du complot avec ça. Mais si tout ça n'avait à la fin de la fin, si on avait laissé mourir des gens, pas le gouvernement, parce que le gouvernement est trop stupide même pour y penser, mais si derrière, vous savez, on m'a posé la question, est-ce que vous pensez qu'on est dirigé par des cyniques, des malveillants ou des incompétents? Ma réponse a été, nous sommes dirigés par des incompétents, dirigés par des cyniques, eux-mêmes dirigés par des malveillants. Et je pense que derrière, il y avait évidemment un objectif qui était de vendre du vaccin, c'est clair. Ça a raté avec H1N1, ça a fait chou, alors qu'effectivement, il fallait que ça marche. Ça ne se reproduit pas tous les ans, une épidémie quand même en haut. Mais quelle est l'autre explication qui a pu conduire? Regardez, alors j'ai un bon exemple. L'azithromycine, macrolide le plus prescrit. Est-ce que vous vous rendez compte que, quand même, il n'a jamais été aussi peu prescrit que l'année dernière? Est-ce que vous vous rendez compte que donc des gens avaient besoin de macrolide des années d'avant? Quel est ce médicament pour préciser? C'est un macrolide régulièrement utilisé, il a une propriété antivirale, Okay. il est régulièrement utilisé dans tout ce qui est bronchopneumopathie, bronchopneumonie, il est régulièrement utilisé dans tout ce qui est finalement atteinte des voies pulmonaires, régulièrement. Là, l'année dernière, il a été peu utilisé. Pourquoi? Donc des gens qui en avaient besoin l'année d'avant n'ont pas utilisé là, parce qu'on n'a pas voulu les soigner. Est-ce que vous vous rendez compte que Raoult a été le premier à dire qu'on pouvait mettre des pas des oxymètres, bien sûr aussi, mais qu'on pouvait mettre des optiflots à domicile. Quand j'en ai parlé, on a dit, mais vous, c'est pas possible, mais c'est faux, mais c'est un crime, les patients vont mourir à domicile, parce que les patients ne mourraient pas là. On a dit aux patients, restez chez vous, quoi. Alors que moi, je vous assure et je vous garantis, pour le coup, que dans ma clientèle, des gens qui ont soigné les patients, peu importe la chloroquine, avec ou sans, mais qui les ont mis sous antibio, qui les ont mis sous oxygène, qui les ont suivis, qui les ont accompagnés, et bien curieusement, il y a peu de décès.
Comme quoi, quand on s'occupe des malades, les gens meurent pas, ou meurent peu. On ne sait pas occuper des malades. On n'a pas eu des médecins, on a eu des commerciaux, on a eu des VRP des labos, on a eu des imbéciles qui à jamais, sont une honte. Les médecins qui, effectivement, se sont succédés sur le plateau télé pour venir dire qu'il ne fallait pas soigner les malades, qu'il fallait rester chez eux, qui ont été complices de ça, sont juste des criminels. Parce que là, ce qu'il aurait fallu faire, si vraiment on avait une vertu vaccinale, moi j'ai dit, vacciner qui vaccine, c'est leur problème. Si les gens sont assez cons pour se faire vacciner, c'est leur problème. La liberté d'être con, c'est aussi une liberté. Mon Dieu, je suis attaché aux libertés et à la connerie. Et donc, pas de problème. Le gouvernement fait du porte-à-porte, il va voir les gens, écoutez, voilà, c'est important de faire vacciner. Mais ça, il ne peut pas faire. Pourquoi il ne peut pas faire? Ça prend du temps. Qu'est-ce qui différencie une tyrannie, une dictature, d'un état de droit? Dans l'état de droit, vous cherchez à convaincre. Ça prend du temps. Vous dialoguez. Une manifestation, vous réprimez quand il faut réprimer. Mais vous entamez le dialogue dans les grèves. En tyrannie, vous cassez les grèves. C'est ça la différence. C'est que vous dites, mais je vais m'emmerder avec ces gens. Enfin, c'est moi qui ai le pouvoir. Au nom de l'ordre public, j'y vais, je tape, je tire et c'est fini. Remarquez, on y arrive. Mais en démocratie, on dit, attendez, la fin ne justifie pas les moyens. Je veux vacciner, je considère que c'est important. L'obligation vaccinale, c'est un peu touchy, c'est un peu chaud. Avant d'y arriver, je voudrais quand même, effectivement, s'il faut que j'y arrive, j'y arriverai. Mais je voudrais d'abord convaincre les gens. Ou alors, j'assume. Et je dis, j'oblige. Ouais. Non, il a fait un choix complètement différent. Il a dit, non, t'es libre. T'es libre de faire ce que je veux, je te pourris la vie. Il faut pourrir la vie des non-vaccinés. Mais ça revient à quoi de dire ça? C'est encore épidémique tout ça? C'est encore sanitaire? Qu'est-ce qu'un type comme moi en fout? J'ai dit, la presse s'est fait l'écho de mes revenus, je gagne 25 000 balles par mois. Qu'est-ce que vous voulez que ça me foute de payer les tests? Je les paye pour les autres. En quoi ça m'intéresse? Ils peuvent me le coller tous les 24 heures si ça les amuse, même toutes les 2 heures. De toute façon, un, je m'en fous parce que je voyage, sauf quand je voyage. Mais deux, j'en ai pas besoin d'un pass sanitaire. Mais quand vous gagnez, je vous parlais tout à l'heure de mes parents qui gagnent 200 balles par mois, ils m'auraient fait comment? Eh ben non, ils auraient pu se vacciner. Donc, finalement, c'est là où il y a tout le cynisme de McKinsey. Est-ce qu'il y a plus de pauvres ou plus de riches dans un État? Il y a plus de pauvres. Et donc, vous contraignez les pauvres à se vacciner et les riches, vous leur laissez la liberté. Voilà, c'est ça. Et tout ça, il y a des médecins qui font bravo, faut taper sur les non-vaccinés, c'est sanitaire. Quelle bande de truffes! Mon chien est plus intelligent qu'eux, quoi. La prolongation du pass sanitaire a été votée quand même de justesse. Qu'est-ce que cela démontre? Rien. Ça ne démontre rien. Que ça démontre qu'il y a quand même de plus en plus de personnes qui sont Ça contre ce démontre qu'à un pass. moment donné, l'opposition essaie quand même de temps en temps de dire forcément d'exister, quoi. Vous pensez que là aussi il y a une mise en scène dans justement cette prolongation? Forcément. Tout le monde s'en fout du pass sanitaire. L'opposition en premier, enfin, faut arrêter 5 minutes. Vous avez Xavier Bertrand qui vous dit qu'il est pour fustiger les non-vaccinés, vous avez Zemmour qui s'en fout, Marine Le Pen qui t'entend des soubresauts de réveil, Jean-Luc Mélenchon qui est un des rares encore à venir expliquer, je reconnais ça. Je reconnais à la France Insoumise qu'elle s'oppose avec une forme de vigueur quand même au pass sanitaire et qu'il a bien compris, elle a bien compris, conformément à sa grande tradition finalement, que c'était quand même une discrimination sociale ce truc. Mais bon, mis à part ça, Le nombre de tests, Maître Divisio, de dépistage est en chute en France depuis justement la fin de leur gratuité. Est-ce que la fin de la gratuité des tests rend l'épidémie moins visible? mais c'est une aberration. La fin de, non, mais pardon, indépendamment de l'épidémie, ce qu'on voit pas, on s'en fout. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que si vous voulez casser une épidémie, il faut que les gens se fassent tester, bordel! Peut-être que vous voulez pas casser l'épidémie, vous voulez juste que les gens se vaccinent. Si vous voulez que les gens se vaccinent, vous leur pourrissez la vie. Si vous voulez que les gens se contrôlent et évitent de contaminer les autres, vous les testez. C'est à vous de voir effectivement ce qu'on fait. Aujourd'hui, rappelez-vous tout le sketch au début. On n'avait pas de test, puis finalement on en a eu, il fallait se faire tester tout le temps. Rappelez-vous ce sketch quand on est asymptomatique. Attention, parce que c'est asymptomatique, ça peut transmettre, et c'est grave, maladie, machin. Et maintenant, plus rien, maintenant les tests sont payants. Mais non, c'est plus la peine, vas-y, qu'est-ce que tu m'emmerdes? Fais-toi vacciner, puis c'est tout. C'est quoi le rapport? Mais quand fais-toi vacciner, puis c'est tout. Pourquoi? Quand t'es vacciné, tu protèges les autres. Ok. Mais, c'est plus un mensonge est gros, plus il est cru. Et continuons à dire qu'il n'y a pas de complot, ça peut nous rassurer, ça
ça alimente les soirées BFM, c'est important. J'ai une anecdote très amusante avec BFM. Un confrère, dans un dossier quelconque, non, c'est un truc sanitaire, c'est le Covid, a fait à tourner BFM LCI, c'est une première télé, était content, il retournait chez lui, c'est comme, vous m'avez vu à la télé? Non, non, jamais. Il a fait un sondage sur près de 150 personnes, personne n'a vu. Personne ne regarde, en fait. La vérité, c'est que personne ne regarde. Oui, oui, ok, vous avez quelques gens, ma mère regarde. Et ok, on va regarder. Ma mère, qu'est-ce qu'elle vous dit? C'est intéressant. Je te fais ta troisième dose? Mais oui. Ah ouais? Pourquoi? Pas pour aller à la piscine? Ah, bravo. La fin justifie les moyens. Ça, c'est la dictature. Le nombre de tests en chute libre, ça montre juste une chose. On n'a aucune volonté de contrôler l'épidémie. On veut pourrir la vie des non-vaccinés. Et vous savez pourquoi? Je vais vous dire pourquoi. Parce que les minorités, elles sont toujours responsables de quelque chose. Il y a une phrase absolument magnifique de Michel Bougelin dans un film de Claude Lelouch qui, à un moment donné, il y a une scène où il y a un gamin, j'ai oublié le film, mais il y a un gamin qui vient et qui lui dit mais pourquoi on accuse tout le temps les juifs? Et il répondait, une phrase absolument magnifique que je fais bien pendant les ciné, il disait quand un homme est impuissant, il accuse sa femme. Quand un État, quand un monde est impuissant, il accuse les Juifs. Et bien c'est le même problème ici. Comme nous n'arrivons pas à lutter contre l'épidémie, que de toute façon on sait qu'on ment aux gens, que finalement on apprend des vessies pour des lanternes et qu'on a payé du commercial, un peu comme McKinsey et les opioïdes, qu'on ment en permanence, et bien il faut bien tenir quelqu'un pour responsable. Et donc les 10 personnes, resterait-il 10 personnes qu'elles seraient responsables? Parce que c'est vendeur. Parce que du coup, quand vous êtes vacciné, vous avez un privilège. Je me souviens de cette anecdote en Suisse, où il y avait un truc intéressant, où déjà le problème se posait sur le canton de Berne. J'ai encore les éléments, les éléments du canton de Berne. On disait, ouais, mais sur le conseil scientifique, il disait, ouais, mais quand même, on sait que les non-vaccinés, en juillet, hein, on sait que les vaccinés sont quand même, on a des doutes, mais on sait qu'ils propagent quand même maintenant. Donc il faudrait peut-être les obliger à se tester. Qu'est-ce qu'a répondu l'équivalent du président du conseil scientifique? Ah bah non. Ah oui? Ah bah non. Parce que si vous faites ça, vous leur... Bah non. Là, vous leur retirez un privilège, et du coup, il n'y a plus intérêt de se faire vacciner. Déjà qu'on est obligé de leur coller le masque, rappelez-vous, hein, si vous vous faites vacciner, plus de masque. Un Si, privilège de plus. si vous vous faites vacciner, euh, plus de confinement maintenant. La Suisse, enfin l'Autriche a montré que c'est pas si simple. Si vous vous faites vacciner, passe sanitaire. Oh, oui, ça serait le coup, ça. Mais vous vous rendez compte de là où on est arrivé? On est en train d'arriver à vendre son âme. On vend son corps pour un café et on vend son âme pour combien? C'est une vraie question, en fait. Et donc, cette question des tests, ça prouve que tout ça n'a plus de logique de santé publique. La logique de santé publique, elle aurait consisté ou à imposer l'obligation, ce à quoi j'aurais été contre, mais c'est le fait du prince. La loi est ainsi faite que c'est l'expression de la volonté générale. Je me serais battu contre l'obligation vaccinale pour plein de raisons, mais en soi, c'est possible. Il y a le principe d'égalité en soi. Mm. Là, ils savent que finalement, c'est touchy l'obligation vaccinale. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Ils préfèrent tenir une partie. Ça les arrange bien de parler d'obligation vaccinale. Ça les arrange bien qu'au fond, il est non vacciné. Il ne manquerait plus que ça que tout le monde se fasse vacciner. Qui serait responsable alors? C'est ça le vrai problème. Mm. À quoi peut-on s'attendre à l'approche des fêtes de Noël? Attendez-vous au pire. La vie, c'est espérer le meilleur. Tiens, ça, c'est exactement ce que j'avais dit en février 2020. La prudence, c'est toujours se préparer au pire et espérer le meilleur. Sauf que nous, il n'y a plus rien à espérer. Il n'y a plus rien à espérer. Il faut espérer en Dieu seul. Il y a mon espérance en Dieu seul. Mais c'est tout. Ce gouvernement va aller jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Rien ne l'arrêtera. Le monde va aller jusqu'au bout. Nous traversons une fin de civilisation. Nous traversons une fin de civilisation. Et en fait, c'est comme ça. Les intellectuels sont au rendez-vous absents, sont aux abonnés absents. Les artistes ont été arrosés. Les médecins se sont soumis avec une facilité absolument déconcertante. Demain matin, vous leur demandez de nous tuer, ils nous tueront, il n'y a aucun problème. L'euthanasie, elle est dans les tuyaux, c'est la prochaine étape. La dignité de l'homme n'intéresse plus personne. Est-ce qu'il y a quand même de quoi être un petit peu optimiste? À quoi peut-on s'accrocher? Ah, mais moi, je suis un éternel optimiste. Je présente une campagne législative avec comme slogan de campagne le meilleur reste à vivre.
Puis racontez pas sur moi pour être pessimiste. Le chrétien n'est pas jamais, jamais. Moi j'ai le monopole de la joie. Jamais. Je suis jamais. Je suis un éternel optimiste. Moi, je suis quelqu'un qui est certain que tout ça finira et qu'un monde nouveau viendra prendre la place. Moi, je suis celui qui vous savez, c'est Peggy, hein, c'est Charles Peggy, qui parle de la petite sœur Espérance, en fait, qui parle de la lueur de l'espérance, en fait. Mais c'est exactement ça. Bien sûr qu'il y a des raisons d'être optimiste. Parce que, est-ce que vous connaissez un régime, en Europe au moins, qui a tenu, un régime qui a tenu, sur le plan de la tyrannie, ils sont tous cédés. Alors bien sûr, ça prendra du temps. Oui, il va falloir probablement, je leur ai dit en juillet, hein, du sang et des larmes. Parce que toutes les tyrannies commencent par du sang et des larmes. Mais au bout du chemin, il y a toujours une lueur. Ça n'existe pas, la noirceur totale, au cœur de la nuit. Un cri s'est fait entendre, c'est vraiment ça. Et puis, enfin, réfléchissons. Qu'est-ce qu'ils peuvent nous faire? Obliger à me vacciner? Comment? Je suis mal placé pour répondre à cette question, parce que moi, je peux tenir 10 ans comme ça. Ils veulent m'empêcher d'aller plaider. Si je m'en fous, je ferai autre chose. J'ai peur de rien, moi. Moi, j'ai peur de rien. L'État ne me fait pas peur, en fait. L'État ne me fait pas peur. C'est une grosse... C'est comme mon ordre professionnel qui me poursuit. S'il pense que j'ai peur, mais c'est très drôle. Moi, j'ai peur de rien. Moi, je suis d'une culture profondément espérante. Et ce qui retentit en moi profondément, c'est ces mots du Christ, n'ayez pas peur. C'est cette injonction, presque, n'ayez pas peur. Bien sûr qu'il va falloir tenir des années, peut-être. Et puis il faudra nous organiser. Vous savez, c'est formidable ce qu'on vit quelque part. On a à découvrir qu'au fond, on a une communauté de destin. On est unis par une communauté de destin. Dans une époque où des gens, mais vous imaginez pas les rencontres merveilleuses que j'ai faites dans cette crise. Je crois que vous n'imaginez pas, il faut venir aux manifs. Vous verrez les manifs de Florian Philippot en particulier, je ne connais pas les autres, mais celles de Florian Philippot. Mais j'y ai rencontré des gens, mais extraordinaires, de courage, de dignité. Mais c'est émouvant, mais à un point. Donc je vais vous dire, il n'y a rien à craindre. En fait. Ah, ça va pas être facile. Mais qui a dit que la vie était facile? Et si ça nous permettait de retrouver le vrai chemin de la liberté? Qui a dit que la liberté allait de soi? Et si tout ça était une grâce, une vraie grâce, pour faire des choix enfin, des véritables choix libres, et ne plus se laisser conditionner par le monde. C'est extraordinaire ce qu'on vit. Tout à fait. D'ailleurs, dans vos propos, de manière générale, tout ce que nous avons évoqué aujourd'hui, vos propos dérangent, vos convictions dérangent ou fascinent. Dans tous les cas, elles ne laissent pas indifférents. Vous recevez également des menaces, c'est ce que vous racontiez, des menaces de mort, vous, votre famille, vos enfants, votre femme. Comment est-ce que vous étiez préparé à ça? Comment est-ce que vous le vivez? Vous avez Personne une n'est garde préparé à ça. rapprochée, une Oui, on a protection vécu. rapprochée. Maintenant, je me suis retiré. C'est un peu plus simple. On est en train d'alléger tout le protocole qui va disparaître dans les jours qui viennent. Parce que tout le monde souffre maintenant. Si vous voulez, ce qui a surtout beaucoup dérangé, c'est un, le fait que je défende Raoul, ce qui est extraordinaire. Et deux, ma présence au manif et ces mots forts que j'ai pu utiliser, employer, qui m'ont été. Enfin, je ne sais pas ce qui m'est approché, parce que je ne sais jamais. Et là, je vois bien que c'est pas tout à fait fini, mais je vois bien que ça se calme et ça s'estompe au fur et à mesure que je disparais. Vous le faites aussi, vous disparaissez de la place publique, comme vous vous dites, pour protéger votre famille? Non, je disparais de la classe publique parce que ça me saoule. Moi, je veux dire, personne me fait. Alors, je vais vous dire un truc, hein, c'est que personne ne fait faire ce que je ne veux pas faire. Je disparais de la place publique parce que, pour deux raisons. D'abord parce que mon alpha et mon oméga, mon commencement et mon accomplissement, c'est ma famille, ici, et que je passe de moins en moins de temps avec ma famille, et que ça ne va pas. Dire, ma famille, c'est le centre névralgique de toute ma vie. L'amour de ma vie, enfin, ça veut dire, on travaille ensemble, c'est facile, mais un peu. Mais j'ai, puis ma fille, puis mes enfants, nous, on a toujours été présents. Vous savez que moi, j'ai refusé un poste dans un très gros cabinet international. Je serais probablement multimillionnaire aujourd'hui. Tout ça parce qu'à un moment donné, j'ai voulu être là quand mes enfants rentraient de l'école. J'ai voulu être là pour goûter avec eux. On a fait l'école à la maison 2 ans avec eux. Pour se partager les tâches. Ma famille est le centre névralgique. Donc personne ne touchera à ma famille. On ne, non pas que ça m'inquiète les machins,
Les menaces, je me fous de menaces. Moi. Mais est-ce que vous prenez au sérieux les menaces que vous Bah, si j'ai recevez? pris suffisamment sérieux pour revenir à un projet, donc suffisamment sérieux. Mais peut-être que j'aurais pas dû d'ailleurs, j'en sais rien en fait. C'est très compliqué, peut-être que j'aurais pas dû. Mais si vous voulez, non, je me retire de la vie publique parce que j'ai plus rien à dire aujourd'hui. Il faut arrêter de parler, il faut agir. C'est ce qu'on fait. Et votre famille vous soutient donc Ah, ma famille, si vous voulez, mes enfants, le pass sanitaire, c'est pas un sujet. Mais c'est normal que ce soit pas un sujet. Mes enfants vont nulle part, ils n'ont pas besoin spécialement. Le sport qu'ils font, c'est on est à cheval avec nos chevaux. Comment est-ce Euh, qu'ils vivent aussi? Parce qu'il y a eu à un moment donné un acharnement quand même contre vous, vous avez reçu des menaces, ils ont un certain âge, ils comprennent quand même la gravité ou la situation. Comment est-ce que vivent vos enfants? ils le vivent bien. Hein. Alors, ce qui les a saoulés, c'est d'avoir des gardes du corps pour aller à l'école. Euh, on a un peu dealé là-dessus. Mais ce qui est très amusant, c'est que mes enfants disent tu t'es encore mis dans la merde, quoi. Mais d'un ton très amusé, si vous voulez. Oui, Mes enfants sont d'une grande. Enfin, moi j'ai des enfants, si vous voulez, mes premiers. Enfin, c'est assez formidable, enfin, c'est surprenant d'ailleurs. Mais mes premiers enseignants, mes premiers maîtres sont mes enfants. Je veux dire, je suis surpris par autant de sagesse et par autant enfin, moi je suis, si vous voulez, dans cette famille, je suis le dernier. C'est-à-dire que je suis très surpris de la sagesse qui m'entoure, en fait. Euh, j'ai une épouse absolument extraordinaire d'intelligence et de sagesse. J'ai des enfants qui, derrière des airs parfois désinvoltes, ont des réflexions d'une incroyable profondeur et qui sont des maîtres à penser, en fait, pour moi. Je reçois, en fait, moi, je me contente de recevoir. Je me reçois des mains de ma famille. Et donc, c'est pour ça que c'est ici que je suis bien. Je suis bien à mes écuries, en fait. Alors, je suis en train d'écrire un ouvrage. On m'a demandé d'écrire un ouvrage, ma maison d'édition m'a demandé d'écrire un ouvrage intellectuel. Je ne sais pas ce que c'est un ouvrage intellectuel, mais bon, avec une très amusante réflexion qui sur mon ouvrage, c'est comment, il faut que je décrypte comment on en est arrivé là. Et le problème, c'est que j'en sais fiche que rien, moi, de comment on en est arrivé là. Donc je suis censé écrire un bouquin sur un truc que je connais pas, c'est pas grave. Mais et puis il y a cette campagne législative qui va commencer en fait quand même. ouais. Et je peux pas tout faire. Et puis Vous voilà. allez vous reconcentrer sur cette campagne et sur votre famille. Ça, c'est Ah le complètement. Et puis principal. sur mon métier pour l'instant. Je veux dire, L'équitation puis bien aussi. sûr, l'équitation. J'ai racheté un cheval d'ailleurs encore là. Vous voyez, c'est très intéressant. Regardez. L'équitation, c'est un bon plan. Ça, c'est un bon exemple. Moi, j'ai des chevaux de compétition, des chevaux qui coûtent cher, des gros chevaux de compétition qui peuvent pas être montés par n'importe qui. Et il y a plein de monde qui peut plus monter, qui peut plus monter quand tu passes sanitaire. Bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a racheté un cheval que tout le monde peut monter. Et maintenant, bah, les gens viennent monter chez moi. C'est aussi bête que ça. Je vais racheter un deuxième cheval que tout le monde peut monter, c'est pas facile à trouver, mais que tout le monde peut monter, et les gens vont bien monter chez moi. Il n'est pas question de priver les gens du droit de vivre juste parce que quelques imbéciles ont décidé de prendre le pouvoir. Qu'est-ce qu'ils vont faire? M'empêcher d'aller monter à cheval? Je suis chez moi, c'est mes écuries. C'est chez moi. Et si demain matin, ils me saoulent un peu trop, c'est ce que je fais. Je déménage, j'achète une écurie dans la maison. Ils vont m'empêcher de monter à cheval chez moi, de recevoir qui je veux chez moi, chiche. Et bah, c'est pas grave, je saurai quand même. Bien. Et donc, à un moment, si vous voulez, la campagne législative, elle est importante pour moi, parce que, non pas pour être élu, parce que ça, j'adore les gens qui disent, ça c'est un grand mystère pour moi, la politique, les gens qui disent, ah, mais moi, je veux être élu, mais moi je veux pas être élu. Il y a une espèce il faut s'approcher à genoux d'une élection. Il y a le mystère de l'élection. L'élection, c'est pour moi, ça renvoie à ce choix de Dieu du peuple d'Israël, de l'élection, le peuple élu. Quelle responsabilité d'être élu. Quand on voit la responsabilité du peuple d'Israël dans l'histoire biblique, on se dit que l'élection, c'est tout sauf facile. Hein. Bien. Et donc, on s'approche à genoux de l'élection. Moi, ce que je souhaite, c'est rien d'autre qu'avoir une campagne dans laquelle je puisse montrer ce que personne ne veut qu'on voit. Vous savez, je le dis régulièrement, mais c'est Charles Péguy. Il faut dire ce que je vois. Et plus difficile encore, il faut voir ce que je vois. Eh bien, peut-être qu'il faut montrer ce qu'on a vu. Je veux qu'on parle du confinement dans ma circonscription, des gens qui ont été confinés à 5 dans 50 mètres carrés. Je veux qu'on parle de ces gens qui gagnaient 1 000 € par mois comme mes parents et qui, pendant qu'on se confinait les doigts de pied en éventail à l'île de Ré, sont allés bosser à l'hôpital pour torcher les malades, pour effectivement s'occuper des Mm. cadavres, qui ont risqué leur vie sans masque et sans rien, et qu'aujourd'hui on veut injecter de force. Je veux qu'on montre l'inquiétude et l'angoisse des éboueurs, des femmes de ménage, de toute cette société qu'on refuse de montrer, et qu'aujourd'hui on vient martyriser, qu'aujourd'hui on vient véritablement humilier
On l'a doublement humilié, cette espèce de double, de triple peine. C'est inadmissible. Mm. Qui s'intéresse à eux? Qui s'occupe d'eux? Qui le montre? Ben moi, je vais le montrer. Moi, je veux aller à leur rencontre pour qu'ils puissent avoir un espace de parole. En tout cas, vous souhaite le meilleur pour ces élections. Et je vais reprendre l'une de vos phrases, le meilleur reste à venir. Bien sûr, En tout cas, on vous le souhaite, Maître Divisio. Merci beaucoup de je nous vous en avoir prie, reçus aujourd'hui. je vous en prie.